Bonjour à tous, bonjour Pierre-Yves. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième épisode des mercredis de la crypto, qui se tiendra à partir d'aujourd'hui, tous les premiers mercredis de chaque mois, dans la foulée du de la newsletter Crypto Débrief. Voilà, ben, je te laisse la parole, Pierre-Yves, pour introduire le webinaire. Ouais, ben, bonjour à tous. Voilà, dans la continuité du webinaire qu'on avait fait, maintenant c'était quand? Enfin bon, dans le mois, en 19 mars. mars. Hmm. Voilà, 19 mars. Bon, là, ça a été un peu plus court parce que c'était le premier qu'on a fait le 19 mars, mais là, donc, ce sera tous les premiers mercredis du mois. Donc, on continue et donc, on va faire un petit point sur le marché, sur la tendance aujourd'hui, on va dire des prix des cryptos, et puis après l'actualité qui a été quand même assez riche durant le mois de mars, avec je pense, des news qui sont assez fortes et qui renforcent encore plus la proposition de valeur derrière les investissements crypto. Alors à court terme, on verra que ça ne se reflète pas forcément dans les prix encore tout de suite, mais en tout cas, c'est très positif à horizon moyen-long terme. Donc voilà un petit peu le petit point. Et puis bien évidemment, le but, c'est d'échanger ensemble. On n'est pas très nombreux ce matin, donc enfin là à midi. Donc si vous, voilà, le but, c'est d'échanger des questions. Et après, je vais voir aussi avec Julien, peut-être le mois prochain, peut-être sonder un petit peu les membres dans le sens où est-ce que, par exemple, la thématique du minage de Bitcoin en termes d'investissement à rendement, est-ce que ça peut être un sujet intéressant parce qu'on pourrait faire venir quelqu'un, justement, un expert du mining de Bitcoin pour expliquer pourquoi ça peut être intéressant en termes Oui, tout à d'investissement. fait, tout à Ça fait. peut être voilà, des sujets qu'on peut apporter aussi dans les prochains Dans webinaires. le webinaire d'hier autour de l'IA, on avait un invité qui a été très pertinent. Donc, c'est l'objectif justement de faire intervenir des membres de Blockchain Innov ou pas pour enrichir ces contenus. En tout cas, Ouais, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. On y répondra et potentiellement même on vous donnera la parole si vous avez vraiment des choses à dire. ouais. Et Serge qui posait une question, la connexion, ça va? Parce que Serge disait que la connexion n'était peut-être pas très bonne. Donc, dites-nous si vous nous entendez bien ou si ça coupe. Jusqu'à présent, on a toujours une bonne connexion. On le voit avec les replays. Non, mais est-ce que c'est de mon côté? Peut-être, je ne sais pas, des fois. Mais bon, on va voir Serge écrit. Mais peut-être qu'on peut commencer. Ah, je parle trop vite, désolé. Ah. Ok, ça Non, non, marche. c'est bien, nickel. On va On commencer par le va. point sur le marché crypto. Alors, ouais, exactement. Donc, un petit point sur la tendance, l'évolution du marché des cryptos. Donc là, c'était lors du dernier webinaire, j'ai juste mis la photographie des 9 plus grosses cryptos et aujourd'hui. On voit ça n'a pas énormément bougé. On voit simplement une tendance qui se renforce depuis quand même maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que la dominance de Bitcoin s'accroît. Pourquoi? Parce que principalement, le Bitcoin surperforme les autres cryptos depuis maintenant un petit moment. Et ça, on peut l'expliquer par l'adoption qu'on est en train de voir autour de Bitcoin hein, en termes de réserve de valeur, ce qui n'est pas le cas des autres cryptos. Et aussi sur le fait qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est qu'il y avait une institutionnalisation autour de Bitcoin, c'est-à-dire que les plus gros investisseurs mondiaux, hein, les sociétés de gestion, les BlackRock, Fidelity et autres, via les ETF notamment, s'exposent au Bitcoin, mais pas forcément aux autres cryptoactifs. Donc on voit que voilà, Bitcoin, petit à petit, grignote un peu de dominance du marché. Donc aujourd'hui, il représente 61,6% du marché total des cryptoactifs. Ethereum est à 8,4%. Et parce qu'on voit que Ethereum, de toute façon, depuis quelques temps, a un petit peu de mal en termes de prix. Hein, il a du mal à raccrocher les wagons. Il est plutôt en grosse sous-performance par rapport au Bitcoin. Mais on regarde finalement, depuis donc, le dernier webinaire du mois de mars, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Bitcoin a un petit peu augmenté, Ethereum est un petit peu plus bas. Voilà, mais peu d'évolution. En revanche, ce qu'on observe toujours,
c'est quand même une forte volatilité au jour le jour. Parce que là, c'est une photo à aujourd'hui, enfin hier soir exactement, mais entre le dernier webinaire et aujourd'hui, il y a eu quand même de la fluctuation. Il y a eu on va dire, des fluctuations de 10 à 20% à la hausse comme à la baisse, parce qu'il y a quelques jours, Ethereum était repassé au-dessus des 2000 $. Il était quasiment à 2100 $. Donc on voit qu'il voilà, il y a toujours cette volatilité, mais qui n'est pas propre que aux cryptoactifs, hein, parce qu'on voit sur les marchés actions notamment, c'est également le cas. Donc c'est un petit peu lié aussi à la macroéconomie, c'est lié aux différentes mesures que Trump met en place, notamment sur les tarifs douaniers, qui font un petit peu peur à tout le marché. Donc ça, aujourd'hui, voilà, l'environnement qui est un petit peu incertain pénalise voilà, tous les actifs, dont les cryptos. Mais voilà, je veux dire, ce n'est pas juste spécifique aux cryptos. Donc voilà un petit peu où on en est. Aujourd'hui, on voit très bien là, hein, depuis un an, que le Bitcoin a bien sûr performé. Hein. Donc on a eu une forte accélération en fin d'année dernière, au mois de octobre-novembre, ce qui correspondait aux élections américaines, hein, grosso modo, à l'élection de Trump et de son administration. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une petite prise de profit. Et puis aujourd'hui, on est dans un canal finalement de consolidation. On va dire aller entre 75 000 $ et 90 000 $, grosso modo. Et pour l'instant, on reste dans ce range sur le Bitcoin. Nous, on reste très positif hein, sur l'actif parce que voilà. Mais aujourd'hui, à court terme, c'est très difficile de dire si ça va aller demain à 80 ou 75 000 $ ou ça va retourner à 90 000 ou 100 000 $. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de continuer à accumuler. Chaque faiblesse de marché est potentiellement une opportunité pour accumuler. Mais voilà un petit peu ce que l'on voit. Pour Ethereum, c'est un petit peu une autre image. Ethereum est bien plus bas qu'il y a un an, parce qu'il était autour des 3 000 $ et là maintenant il est à 1 900 $. Donc depuis quelques temps maintenant et surtout depuis le début de l'année, on voit une forte sous-performance d'Ethereum. Ça peut s'expliquer de différentes façons. Il y a eu des petits couacs au niveau de la fondation Ethereum. Voilà. Et puis surtout, dans on va dire, le modèle économique de la blockchain Ethereum, il y a eu de gros changements qui ont été faits fin d'année dernière, avec une mise à jour finalement du réseau Ethereum et de la façon dont sont gérés les frais de gaz, en fait, les frais du réseau Ethereum. Et avec une forte baisse des frais payés par les infrastructures qui se construisent sur Bitcoin. Aujourd'hui, dans les blockchains, vous avez Ethereum qui est un petit peu la blockchain de base, et puis il y a des blockchains qui se construisent ce qu'on appelle des layer 2 au-dessus d'Ethereum. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes gérer les transactions sur ces blockchains, comme la blockchain Base, hein, par exemple, qui est l'une des plus actives. Mais par contre, ils vont quand même inscrire une partie des blocs de transactions sur la blockchain primaire qui est Ethereum, grosso modo. Donc, on a la blockchain primaire d'Ethereum et la blockchain secondaire. Mais ces blockchains secondaires avaient pour but d'offrir une meilleure rapidité, scalabilité, des frais réduits. Ethereum, fin d'année dernière ou début d'année, je ne sais plus exactement, ont mis à jour l'infrastructure en ajoutant une composante qui s'appelle les blobs, techniquement, et qui permettait de réduire drastiquement les frais payés par les layer 2, finalement. C'est layer 2 pour pouvoir eurodater, j'ai envie de dire, les transactions. Mais quand je dis drastiquement, c'est que Base, par exemple, quand il pouvait payer plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars par jour, parce qu'il y avait beaucoup d'activités, aujourd'hui, il paye 10 000 $ par jour. Donc, c'est des coûts drastiques. Et donc, il y a moins de revenus pour la blockchain primaire Ethereum. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Et ça peut être la principale raison du baisse d'Ethereum, c'est parce que les investisseurs se disent, comme dans une entreprise, hein, les revenus, entre guillemets, générés par le réseau Ethereum ont baissé drastiquement avec cette mise à jour technologique. Donc, du coup, il y a moins de demandes d'achat d'Ethereum, grosso modo. Donc voilà un petit peu surtout ce qui
Voilà, et on voit que la stabilité paye aussi, puisque d'un point de vue technique, Bitcoin reste conforme, je dirais, à ses piliers, hein, et évolue très peu. Tandis que Ethereum a tendance à vouloir implémenter de nouvelles fonctionnalités, à modifier leur consensus, à s'adapter. Donc c'est beaucoup plus mouvant. Oui. Donc voilà, la stabilité technique paye dans la durée. Voilà, il y a un risque, en fait, quand ils font une mise à jour, bah, comme Mm. tout le monde, en fait, l'équipe, entre guillemets, ceux qui contribuent, peuvent se tromper, hein, voilà, en termes économiques. Maintenant, étant donné que c'est la blockchain primaire de tous les autres, elle ne va pas disparaître pour le coup. Et il y a toute la communauté autour d'Ethereum qui réfléchit justement à comment pallier à ce problème-là temporaire. Et il y a beaucoup de soutien justement derrière Ethereum. Hein, donc voilà, il n'y a pas de risque de voir disparaître Ethereum demain. Maintenant, il y aura sûrement des nouvelles. Il y a une nouvelle mise à jour qui est prévue fin avril, je crois. Il faut voir ce que ça apporte. Mais voilà un petit peu. Ils sont aussi Effectivement. énormément copiés, hein, avec des blockchains comme Solana qui viennent là, aussi là, les titiller. Après, Ethereum, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment une notoriété aujourd'hui, même pour l'industrie financière. Solana, ça a été beaucoup développé, enfin, c'est beaucoup développé sur les meme coins, en fait, parce qu'on voit qu'une grande partie des meme coins émis, c'était sur Solana. Donc, ce n'est pas forcément des actions qui sont pérennes à long terme. Il y a moins de construction d'infrastructures financières, de services financiers sur Solana que sur Ethereum. Donc, je pense qu'à long terme, Ethereum est quand même pas mal, même si Solana, en termes technologiques, est vraiment très intéressante. Mais ils n'ont jamais réussi Il y a des services financiers sur Solana, mais pas dans les mêmes proportions que sur Ethereum. Mais c'est intéressant de voir ça, ouais, effectivement. Et donc après, là, voilà, pour revoir un petit peu le palmarès déjà depuis le début de l'année, où on en est en combinant tous les actifs. Hein. On voit que l'or, finalement, caracole toujours en tête. C'était le troisième performeur en toutes les actifs confondus l'année dernière. Et on voit aujourd'hui que l'or continue à caracoler en tête. Ben, je pense principalement par rapport à toutes les tensions géopolitiques, les guerres qu'on a à travers le monde. Hein. Voilà, il y a quand même de l'instabilité et donc les gens se réfugient sur l'or. Les marchés européens, contrairement à l'année dernière, il y a une sorte de rattrapage parce que les indices boursiers européens ont bien de meilleures performances qu'aux États-Unis, malgré, on va dire, l'épée de Damoclès aujourd'hui qui pèse sur les tarifs douaniers. Si demain, les États-Unis mettent des tarifs douaniers notamment sur l'industrie automobile européenne, sur tout ça. Et puis après, bon, on a les marchés actions américains et le Nasdaq. Et puis ensuite, Bitcoin et bien évidemment Ethereum qui ferme le classement avec une perf de moins 44% depuis le début de l'année. Donc voilà, on voit vraiment que l'Ethereum souffre forcément. En revanche, Bitcoin, si on compare aux actions tech, notamment le Nasdaq, il n'est pas beaucoup plus volatile en fait. Il n'est pas. Aujourd'hui, il est à moins 10, le Nasdaq est à moins 8. Bon, ok, c'est plus l'actif qu'on pouvait acheter il y a 5, 6 ans, 7 ans, où il y avait une fluctuation qui était beaucoup plus importante. Même si ça reste volatile, mais plus dans les mêmes ampleurs. Aujourd'hui, je ne vois pas Bitcoin baisser de 80%, comme ça a pu être le cas par ailleurs, par le passé. Donc c'est ça aussi, il a atteint une telle notoriété et une telle adoption qu'au fur et à mesure, de toute façon, c'est ce qu'on observe, hein, il y a une réduction de cette volatilité à travers le temps sur le Bitcoin, et toujours dans une tendance qui reste haussière. Parce que bon, aujourd'hui, si on dézoome un petit peu, là, le graphique, c'est justement le graphique depuis 2 ans, enfin depuis début 2024. Effectivement, il a baissé peut-être de 20% depuis les plus hauts, autour de 20-22%. Mais si on le regarde sur 2 ans, ça reste un des meilleurs actifs en termes de performance. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on recommande chez Legiti beaucoup auprès de nos clients d'acheter de façon programmée régulièrement parce que ça lisse les points d'entrée. Et si on se projette à 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je pense que voilà, ça va rester un des meilleurs actifs d'investissement, tout actif confondu, Bitcoin. Après, Ethereum, bon, c'est un peu plus incertain, un peu plus volatile, mais enfin voilà, moi je reste convaincu sur la proposition de valeur aussi d'Ethereum. Maintenant, à court terme, voilà, il y a un peu plus de questions, mais on verra. Ouais. Quelle Voilà. est la corrélation Et l'actualité, Bitcoin? justement, démontre Ouais. cela. Ouais. On a vu que le mois de mars était très riche en termes d'annonces qu'on a relayé dans le crypto débrief et qu'on va passer en revue.
Exactement. Et juste pour reprendre la question, là, quelle est la corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq? Aujourd'hui, il y a une corrélation qui est forte, hein. Je ne sais plus, je ne sais pas combien, mais elle est très forte. Après, à travers le temps, elle peut être plus ou moins collée, mais à court terme, elle est forte. Parce que les gens font le parallèle entre les deux, donc oui, elle est assez forte. Donc l'actualité, ben, on va essayer de passer un petit peu. On a découpé l'actualité en six grandes parties, j'ai envie de dire. Avec ben, la première qui me semble aussi la plus importante finalement, ben, c'est que les États-Unis, après en avoir parlé pendant des semaines, des mois, depuis l'élection de Trump, ben, a officialisé la stratégie autour de Bitcoin, et notamment la stratégie de réserve Bitcoin. Et donc Donald Trump a signé des décrets justement qui a acté cette réserve stratégique de Bitcoin et d'actifs numériques. Donc il n'y aura pas que de Bitcoin, mais en gros, majorité c'est Bitcoin. Alors pour le moment, et c'est ça aussi où le marché a peut-être été un peu déçu, mais c'était peut-être un peu surestimé aussi, il n'y a pas eu de plan d'achat Bitcoin par le gouvernement américain. Aujourd'hui, ce que l'administration de Trump a mis en place et le décret qu'il a signé, c'est de dire on crée une réserve Bitcoin. Et la première étape, c'est de dire aujourd'hui, l'État américain a des Bitcoins où ils n'en faisaient rien, parce que c'est des Bitcoins qui provenaient notamment de perquisitions, notamment soit de trafic de drogue, où il y avait des Bitcoins, voilà, des choses comme ça. Donc, ils ont une réserve quand même assez conséquente. Et donc, c'est de dire, ben voilà, déjà ces bitcoins-là, on va officialiser notre réserve bitcoin avec les bitcoins qu'on détient déjà. Donc, ça, c'est un premier point. Et de dire, on ne les vendra jamais. C'est une réserve. Donc, ça, c'est un premier point parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, parce que ça représente plusieurs milliards aujourd'hui, je ne sais plus combien exactement, mais ils ont beaucoup de bitcoins quand même, les États-Unis. C'était surtout des perquisitions liées au Darknet il y a plusieurs années. De toute façon, le Bitcoin est né grâce au FBI sur les premières arrestations qu'ils ont fait. C'est les premiers à avoir mis un vrai prix, on va dire, qui sortait du marché noir. Oui, exactement. Exactement. Et nouveau. du coup, ils ont constitué cette réserve en disant voilà, qu'ils ne vendraient jamais les bitcoins, mais sans plan réel d'action, d'achat constitué. Mais il y a quand même aujourd'hui une volonté parce que l'administration Trump a déclaré qu'ils veulent maximiser la valeur des avoirs américains en bitcoin. Donc, ils veulent maximiser cette réserve. Donc, maximiser, ça veut dire que demain, ils aient plus de bitcoin dans la réserve qu'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'ils réfléchissent à plein de façons, et on verra après, il y a une des façons voilà, qui est soumise. Mais du coup, ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, on voit des achats réguliers du gouvernement américain sur le Bitcoin. Voilà. Et puis, en parallèle, on a beaucoup d'États américains, finalement, qui adoptent des projets de loi autorisant les investissements publics, toujours publics en Bitcoin, ou qui envisagent eux-mêmes de créer des réserves stratégiques de valeur. Parce qu'il y a quand même plus d'autonomie, c'est un système différent de chez nous en France, mais chaque État est quand même un peu plus autonome. Et donc voilà, on voit qu'il suit cette mouvance. Donc on a le Texas, l'Oklahoma, l'Arizona, la Floride, la Pennsylvanie, le New Hampshire et la Caroline du Sud qui sont déjà positionnés là-dessus sur des créations de réserves stratégiques de Bitcoin. Donc ça, voilà, ça c'est quand même très positif. Quand on sait que Trump a une majorité aussi d'États qui le suivent, il y a forte probabilité qu'il y en a d'autres qui vont faire des annonces très prochainement. Exactement. Et donc, ça, c'est aussi renforcé par finalement la reconnaissance au niveau international. Parce qu'on a eu, d'une part, le mois dernier, le FMI qui intègre officiellement Bitcoin et les cryptos dans les balances des paiements. Donc maintenant, ça n'est plus, ils ne peuvent plus mettre de côté cet actif, il est vraiment reconnu officiellement. Et que ces actifs numériques, que ce soit les stablecoins Bitcoin, sont utilisés comme moyen de paiement et de réserve de valeur. Donc voilà, c'est un step supplémentaire qu'on a atteint en termes de reconnaissance. FMI qui, il y a quelques mois, critiquait pas mal en plus le Bitcoin et les cryptos en général. Donc, c'est effectivement très intéressant. Voilà, il change quand même de positionnement assez rapidement. On a aussi le régulateur américain, le régulateur des marchés financiers, qui confirme que le mining de Bitcoin, donc le fait de participer à sécuriser le réseau Bitcoin, et donc en participant, vous gagnez des Bitcoins, il ne viole pas les règles sur les valeurs mobilières. Donc, ce n'est pas un actif mobilier. Donc ça, c'était aussi une épée de Damoclès par le passé,
où la SEC, le régulateur américain, était quand même très agressif vis-à-vis des cryptos et du Bitcoin. Donc là, on voit que voilà, on lève encore une barrière et qu'en plus, le régulateur va accélérer sur le cadre réglementaire autour des cryptos et des stablecoins notamment. Donc ça, c'est très positif encore une fois pour l'adoption. On a toujours dans le cadre d'adoption reconnaissance internationale, donc Circle, qui est le deuxième émetteur de stablecoin au monde, qui est le premier à être régulé au Japon. On sait que le marché japonais, ce n'est pas le marché le plus facile. Donc ça, on voit qu'il y a une adoption de plus en plus grande. Et puis, par le passé, on avait l'OFAC qui avait mis toutes les adresses qui avaient interagi avec Tornado Cash. Tornado Cash, c'était ce qu'on appelle un mixeur, c'est-à-dire un logiciel qui permettait de supprimer la trace de vos cryptos. C'est-à-dire que pour tous les hackers ou toutes les cryptos qui étaient acquises de façon illicite, ils pouvaient passer par Tornado Cash et du coup, la trace était perdue après par la suite. Ils rentraient et quand ils sortaient, la trace était perdue. Et justement, les États-Unis avaient été très agressifs sur Tornado Cash. Ils avaient même mis en prison le développeur, alors que bon, c'est un développeur. C'est comme si une usine de couteaux, vous mettez le dirigeant de l'usine de couteaux en prison parce qu'il y a des gens qui utilisent des couteaux pour tuer quelqu'un. Donc, le couteau, soit vous l'utilisez pour couper la nourriture, soit vous pouvez planter quelqu'un, c'est sûr. Mais donc là, c'était un peu pareil, donc ça avait été beaucoup critiqué. Voilà. Et en tout cas, ils ont retiré toutes les adresses qui étaient des adresses sur la liste de sanctions de l'OFAC, donc, ce qui n'est pas super sexy quand on est inscrit sur la liste OFAC. Donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même cette adoption qui est vachement intéressante. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien ou... Non, c'est exhaustif. Ensuite, il y a le grand public, l'adoption grand public. Donc en France, on revient un petit peu sur en France, on a Boursorama qui va proposer les ETP de crypto de CoinShares. Donc les ETP, on rappelle, c'est comme des ETF, c'est-à-dire des produits financiers, mais qui ont pour sous-jacent, finalement, il y a un ETP Bitcoin, un ETP Ethereum. Donc, finalement, voilà, avec Boursorama, vous allez pouvoir investir dans ces produits-là. Donc, vous investissez pas, vous ne détenez pas Bitcoin en direct. Vous êtes dans un produit financier qui est exposé au Bitcoin ou à l'Ethereum, par exemple. Mais ça, c'est plutôt en termes encore une fois, d'adoption, c'est des signes très positifs. On a à Toulouse. Sachant qu'il y a Société Générale derrière Boursorama, donc voilà. Très positif. Et puis, Boursorama, maintenant, c'est quand même 7 millions de clients. C'est quand même gros. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'année dernière, ils ont gagné, ils avaient annoncé, ils ont gagné 1,5 million de clients. 1,5 millions de nouveaux clients. Donc, voilà. Donc, ça, c'est positif. Il y a la ville de Toulouse, qui est la première ville qui accepte les cryptos pour payer le métro, les transports en commun. Donc, voilà, on voit un peu cette option. Près de chez nous, on a Cannes aussi, qui pousse beaucoup le paiement en crypto. Donc, toutes ces actions-là, c'est plutôt positif. Et puis, on a... alors ça, on verra ce que ça donne, mais moi, je ne suis pas forcément très fan, mais on a le président de la FIFA, donc le foot, qui évoque la création d'un FIFA Coin avant la Coupe du Monde 2026. Donc, on verra à quoi il sert. Est-ce que c'est juste, encore une fois, comme a fait Trump pour gagner, pour prendre des sous à voir. Moi, je ne suis pas très fan de ce genre de truc, mais en tout cas, voilà, il y a une adoption croissante. Pareil, au niveau intégration bancaire, qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci? On a eu BBVA, donc la deuxième plus grande banque d'Espagne, qui aujourd'hui permet à ses 11 millions de clients d'acheter et vendre des bitcoins, du Bitcoin et de l'Ethereum spécifiquement. Ça, c'est positif. On a une société cotée sur Euronext, donc Blockchain Group, qui adopte la même stratégie que MicroStrategy aux États-Unis, c'est-à-dire que sa seule stratégie, c'est d'acheter et d'accumuler du Bitcoin à travers le temps. Donc, ils ont annoncé qu'ils avaient acheté pour 47 millions de Bitcoin en trésorerie en fait, de leur société. Et puis, on a aussi aux États-Unis l'agence fédérale américaine, la FDIC, qui gère finalement l'industrie bancaire, qui assure notamment les dépôts dans les banques américaines, qui assouplit le cadre sur les cryptos pour les banques américaines et qui donne l'autorisation finalement
aux acteurs crypto, enfin aux banques, pardon, d'offrir des services sur cryptoactifs sans avoir besoin d'autorisation supplémentaire. Donc demain, n'importe quelle banque américaine peut offrir des services crypto sans demander aux régulateurs une extension de leur agrément ou une autorisation. Donc il est possible que dans les mois qui viennent, on voit de plus en plus de banques américaines s'engouffrer dans la brèche et offrir ces services-là, ces services supplémentaires. Et pour revenir sur Blockchain Group et MicroStrategy, c'est assez intéressant parce que MicroStrategy, c'est une vieille société qui est née en 1989, qui a eu ses heures de gloire grâce à la business intelligence, grâce aux services qu'ils apportaient au monde de la finance, notamment autour de leurs solutions, autour du COBOL aussi, qui a failli mourir et qui, grâce à cette stratégie justement de Bitcoin, a réussi à se renouveler et à se repositionner comme une société de premier plan. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, il y a eu plusieurs analyses, et notamment Yves Schwefti d'une société de gestion qui s'appelle Tobam, qui a été, je pense, la première société de gestion en Europe à créer un fonds Bitcoin, un vrai fonds qui investit dans le Bitcoin. C'était un fonds pour les investisseurs professionnels à l'époque. Et donc, ils ont sorti un papier de recherche, en fait, sur pourquoi il était préférable d'investir sur des sociétés cotées comme MicroStrategy ou demain peut-être Blockchain Group, et pourquoi, en fait, ça allait surperformer l'investissement direct en Bitcoin. Voilà, donc c'est intéressant. Après, c'est un point de vue. Ils disent qu'il y a une sorte d'effet de levier de 5 à 10. Donc, si c'est à la hausse, bien évidemment, si Bitcoin fait enfin, s'il gagne 100%, ces sociétés cotées pourraient gagner 500%, par exemple. Donc, c'est des stratégies qui sous-tendent derrière. Et c'est pour ça que la stratégie, The Blockchain Group, a une roadmap très ambitieuse et ils veulent lever, je crois, 300 millions d'euros avec des émissions d'obligations convertibles, un peu comme MicroStrategy, pour acheter du Bitcoin régulièrement. Petit à petit, comme MicroStrategy, faire du levier finalement avec l'émission d'obligations convertibles et acheter du Bitcoin. Voilà. Ensuite, on a en news, si on fait un petit point, donc on voit que les marchés actions les prix Bitcoin, Ethereum aujourd'hui sont un peu à la peine, mais à côté de ça, on voit que les stablecoins ont une croissance qui est vraiment exponentielle. Le marché des stablecoins croît énormément et toutes les propositions d'épargne autour des stablecoins qui foisonnent. Donc il y a des choses bien, des choses moins bien, mais c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Et nous, d'ailleurs, chez Legitime, on a construit un produit d'épargne sur stablecoin euro et dollar à 10% par an, avec une grande stabilité et où finalement on vient tirer le rendement en grande partie de stratégies obligataires, on va dire traditionnelles, mais qui sont réservées que à des investisseurs professionnels. Donc finalement, via le packaging autour, enfin, si on encapsule ces stratégies autour d'un rendement sur stablecoin, on peut offrir finalement des stratégies qui aujourd'hui ne sont accessibles que à des investisseurs professionnels comme des gros family office ou des gros fonds de pension, un peu à tout le monde à partir de 20 euros. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et on voit aussi que le volume de stablecoin au niveau international atteint des niveaux, donc en février, c'était 4 trillions de volume d'échanges sur des stablecoins, donc c'est énorme. C'est déjà plus que Visa. Donc on voit quand même cette adoption qui est exponentielle. Et puis, notre fait marquant, c'est que la société Tether, qui est la premier émetteur de stablecoin au monde, qui émet l'USDT, est aujourd'hui le 7e détenteur de bons du Trésor américain. Donc, c'est la 7e entité au monde qui finance le plus la dette américaine à court terme, devant tous les États. Enfin, c'est la 7e, État compris. Donc, ce qui est intéressant, et on l'a déjà dit, même on l'avait dit la dernière fois, c'est que les États-Unis ont bien compris que ces acteurs crypto étaient très bénéfiques à l'économie américaine notamment. En les laissant se développer, même si la régulation n'était pas trop là, c'est bénéfique pour les États-Unis parce que aujourd'hui, ça finance la dette américaine. Et je pense que c'est ce que n'a pas compris l'Europe en essayant
La réglementation, c'est très bien, mais parfois, elle est très, très mal pensée. Et en Europe, malheureusement, il y a des gens qui mettent en place les réglementations et qui ne comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants. Et en Europe, on régule, on interdit, alors qu'aux États-Unis, ils se laissent faire, et puis c'est bénéfique pour l'économie américaine. Donc, c'est un peu ça qui est dommage. Mais voilà, donc on voit que les stablecoins continuent à croître. Ensuite, en termes d'investisseurs, il y a des gros investisseurs qui s'intéressent toujours à l'écosystème. Il y a Bridgewater, c'est un des plus gros fonds spéculatifs au monde. Je ne sais plus combien de centaines de milliards il gère. Et ben, donc, il a annoncé qu'il détenait du Bitcoin et il recommande une exposition entre 10 et 15% entre l'or et le Bitcoin. Donc voilà, on peut dire entre 5 et 10% de Bitcoin, grosso modo. Donc ça aussi, c'est quand les grands argentiers au monde, BlackRock, ces fonds d'investissement investissent sur le Bitcoin. Bon, voilà, on ne peut pas revenir en arrière maintenant. On a une autre personne de New Market Capital qui suggère aux États-Unis, dans le cadre justement de cette réserve stratégique de Bitcoin, qui suggère de faire une émission obligataire Bitcoin de 2000 milliards de dollars, dont 10% seraient alloués à acheter du Bitcoin pour faire grossir cette réserve, et le reste permettrait de financer la dette américaine. Hein, voilà. Mais ils pensent que ça pourrait finalement, pour les investisseurs, être un attrait supplémentaire en termes d'instruments de dette qu'une simple obligation émise par l'État, tout simplement. Donc on verra, mais potentiellement, ça peut être très intéressant. Trump, et en tout cas la famille Trump, parce que la famille Trump, il faut savoir qu'elle est quand même très, très impliquée dans l'écosystème crypto, notamment avec leur société qui s'appelle World Libertify, qui va être une société financière crypto, qui fait plein de choses, et qui a récemment émis son stablecoin aussi d'ailleurs. Et ben là, ils réfléchissent à investir massivement sur Binance, qui a aussi récemment annoncé un investissement de 2 milliards de dollars de la part du fonds un peu souverain d'Abu Dhabi. Donc voilà, c'est des acteurs. Il n'y a qu'en Europe, hein, en fait, où on fait que critiquer tout le temps, mais ailleurs dans le monde, tout le monde accélère massivement sur les cryptos et sur l'innovation qu'il y a derrière. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Donc en fait, pour conclure, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? On a une forte légitimité politique, économique et institutionnelle autour des cryptos et du Bitcoin, avec tout finalement les gros investisseurs institutionnels, les États qui finalement ont le même message sur le potentiel Bitcoin et tout ça. Donc ça, c'est positif. Donc on voit finalement une accélération de cette adoption, et qui est maintenant en plus un peu structuré par finalement les gouvernements, comme les États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sociétés, notamment américaines, qui se sentent à l'aise à évoquer le fait qu'ils achètent du Bitcoin dans leur trésorerie, qu'ils font ci, qu'ils font ça, parce que le gouvernement le fait. Avant, il y en a beaucoup, je pense, qui n'osaient pas trop en parler, parce qu'il y avait le régulateur américain qui était vraiment très agressif contre l'industrie crypto, et donc ils ne voulaient surtout pas attirer l'attention du régulateur qui pourrait venir pour leur taper dessus un petit peu. Donc aujourd'hui, clairement, Bitcoin, si on parle de Bitcoin, c'est plus non plus un pari purement spéculatif, hein, mais c'est vraiment, ça doit être une composante stratégique d'une allocation patrimoniale. Aujourd'hui, voilà, on est passé à un autre levier, j'ai envie de dire, d'adoption. Donc voilà, et nous, on le voit, hein, il y a de plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine qui s'équipent pour accompagner leurs clients sur les cryptos. Donc voilà, tout ça est positif, même si à court terme, ça ne se reflète pas dans les prix, mais on le sait, hein, de toute façon, voilà, ça prend du temps. Mais en tout cas, pour l'avenir, et ce qu'on peut en espérer, c'est vraiment un actif qui reste, je pense, C'est vrai qu'en qui moins de garde. 20 ans, Bitcoin aura su prendre sa place et se positionner comme un Ouais, actif stratégique. ouais. Donc, je pense que pas d'autres actifs est allé aussi vite dans son Non, intégration. et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, finalement, Bitcoin, cette adoption, elle est d'abord venue des particuliers, au final, qui l'ont adopté, et après, les institutionnels, les États l'ont adopté. Alors qu'en général, un produit financier, c'est plutôt d'abord les institutions, les gouvernements qui poussent tel produit. Et voilà. Mais donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est vrai que ça en fait un actif aussi l'un des plus populaires et les plus inclusifs, parce que tout le monde peut y avoir accès.
Alors que souvent, la finance, bah, les bons produits, bah, c'est les plus riches qui se les gardent, hein, entre guillemets. Et voilà. Mais donc ça, c'est aussi, ça en fait un attrait supplémentaire. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ce qui s'était Voilà, mais passé. merci Perry, effectivement, actualité très riche. Y a-t-il des questions parmi les participants? Après, ce qui peut être intéressant pour le prochain webinaire, c'est de sonder, parce que nous, on a Mm. beaucoup étudié ça, le mining de Bitcoin, avec notamment faire venir quelqu'un expert là-dessus, parce que ça peut être aussi une stratégie d'investissement dans le Bitcoin indirect, mais qui peut être très intéressante. Tout à fait. Il y a une question. En Donc, plus, la tokenisation, ouais, bien sûr, ouais. pourrait-il avoir un module sur la tokenisation des actifs financiers et l'impact sur les crypto-monnaies? Ouais, on peut tout à fait faire, un point sur la tokenisation lors d'un prochain, ou le prochain mercredi de la crypto. On peut faire ça, Julien. Oui. Il faut voir, peut-être on peut proposer les deux sujets, le mining de Bitcoin et la tokenisation, et voir ce qui vous intéresse le plus, hein. Et Mais la sur le mining tokenisation, des bitcoins, en sachant qu'on a des beaux acteurs, je dirais, dans la région, en région sud, ouais. qui pourraient facilement intervenir. Et la tokenisation, c'est un sujet aussi super Mm. intéressant. Quand je parlais justement des solutions d'épargne autour des stablecoins, ben ça en fait directement le lien, hein, avec la tokenisation, parce que c'est ça. Et nous, le produit qu'on propose, c'est un lien avec la tokenisation. Alors, ce n'est pas de la tokenisation directe, parce qu'il y a d'autres contraintes réglementaires qui font que c'est un peu plus compliqué à distribuer. Mais au final, la tokenisation, c'est quoi? C'est inscrire, on va dire, ou représenter un actif traditionnel sur la blockchain, finalement. Et donc, mais ça peut être un super sujet, ouais. On en parlera. Bon, mais les deux sujets, de toute façon, on voit. Après, l'idée aussi de ces webinaires, c'est la souplesse, hein, c'est de pouvoir potentiellement aussi en programmer un spécifiquement sur ces sujets-là. Pour pas, voilà, donc c'est notre volonté justement d'élargir les sujets d'inviter des intervenants et de pousser au débat aussi avec les participants. Exactement. Donc, Pas d'autres donc voilà. questions? Non, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Et Ok. bah, merci Bon, en tout cas. merci à tous. Petite annonce avant de nous quitter, c'est les prochains webinaires, hein. Donc, la semaine prochaine, mercredi 9 mai, un webinaire sur la ReFi et la blockchain, donc l'utilisation de la blockchain pour l'économie régénérative et les impacts positifs. Donc, ça, c'est notre aspect, mais on va voir que ça se développe fortement aussi. Et avec Alexandra qui est parmi nous. On aura le 5 mai le prochain webinaire, non, je dis une bêtise, le 3, non, je dis une bêtise, le 6 mai, le prochain webinaire IA et blockchain, où là, pareil, on déborde, on a parlé crypto hier aussi encore, mais avec des invités. Et le prochain, les mercredis de la crypto, le 7 mai. Voilà. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'à la fin. Et on vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. Merci Julien. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci Pierre-Yves. Excellente journée. Bonne journée.